Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, le sommaire. En France, Marine Le Pen, condamnée à 1 an de prison sous bracelet électronique dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Au Moyen-Orient, les tensions militaires s'intensifient entre Washington et Téhéran après une nouvelle escalade des hostilités. À Ankara, un sommet de l'OTAN s'ouvre sous tension autour des enjeux de défense, du soutien à l'Ukraine et des divergences entre alliés. Toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Rebonsoir et bienvenue dans ce journal. En Ituri, des soignants ont entamé un mouvement de grève ce lundi, dénonçant des salaires impayés alors que la situation sanitaire continue de se dégrader. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie de la maladie à virus Ebola a déjà fait plus de 500 morts depuis la mi-mai dans cette région de la République démocratique du Congo. Suivons ensemble un extrait de vidéo. Dans l'est de la RDC, dans ce centre de santé de la province de l'Ituri, le personnel soignant travaille au ralenti ce lundi. Un mouvement de grève pour protester contre leurs conditions de travail. 7 semaines passées sans être payées, et alors que l'épidémie d'Ebola continue de sévir. Nous travaillons chaque jour, jour et nuit. Nous travaillons chaque jour, jour et nuit, mais nous, on n'est pas payés. Nous avons plus de 52 jours sans être payés. Mais dans la riposte, ça ne se passe pas comme ça. Parce que nous sommes dans l'urgence. Comme aujourd'hui on fait des grèves comme ça, puisqu'on raisonne, on a risqué de mort. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais jusqu'à présent, nous ne sommes rien comme ça. On ne gagne rien, mais on perd plutôt beaucoup de choses. On ne sait pas comment récupérer toutes ces choses. Il n'y a personne qui s'occupe de nous, il n'y a personne de... Nous travaillons pour rien. Contacté, l'Institut national de la santé publique affirme que le paiement des primes au personnel serait en cours. Des soignants qui risquent leur vie face à l'épidémie, contraints de payer eux-mêmes leur nourriture ou leurs frais de transport, et même exposés à la violence, à l'image de ces équipes chargées de l'inhumation des corps des victimes d'Ebola. Nous sommes confrontés à de nombreux risques. Un jour, j'ai même perdu une dent en exerçant ce métier. Notre véhicule a été attaqué, une pierre a brisé le pare-brise, m'a heurté et m'a fait perdre une dent. Malgré tout, personne ne s'occupe de nous. Par la grâce de Dieu, je suis toujours en vie. Une fatigue du monde médical, aussi symptôme d'une situation sanitaire qui se dégrade. Selon l'OMS, le bilan s'est alourdi à 500 morts et plus de 1500 cas recensés. En France, Marine Le Pen a été condamnée en appel à 1 an de prison ferme sous bracelet électronique dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Malgré cette condamnation, elle demeure éligible pour la présidentielle selon la décision rendue par la justice française. Suivons à présent. À peine la condamnation connue, sans un mot pour les journalistes français et étrangers venus en nombre au palais de justice de Paris, Marine Le Pen a rapidement quitté la salle d'audience. Sur place, seul son avocat a pris la parole. Nous notons une inflexion considérable sur les peines, notamment sur la peine d'inéligibilité, qui pour nous est un point extrêmement important, d'autant qu'il a été accompagné de mention par la présidente sur la liberté pour les électeurs d'avoir un candidat. Sur le fond, Marine Le Pen est bel et bien reconnue coupable d'avoir fait embaucher par des eurodéputés, donc aux frais du Parlement européen, des assistants qui travaillaient en réalité au service de son parti, le Rassemblement national. Sur la forme, la justice a réduit la peine d'inéligibilité, permettant à Marine Le Pen de se présenter pour la prochaine présidentielle prévue pour avril 2027. Mais elle l'a aussi condamné à 1 an d'emprisonnement ferme à purger à domicile sous bracelet électronique. Une disposition technique alternative à la prison sur laquelle s'était prononcée avant même le jugement la principale intéressée, la considérant comme un obstacle pour mener campagne. L'héritière de la dynastie Le Pen laissera donc-elle la place au dauphin Jordan Bardella? Pour son parti, l'enjeu est de taille. Marine Le Pen est quelqu'un qui a plus d'épaisseur dans l'opinion. Une grande partie des Français l'ont vu grandir, l'ont vu souffrir. Elle a un vrai sens politique, elle sait faire campagne. Elle a déjà fait campagne 3 fois pour la présidentielle. Tout ça laisse à penser que probablement elle est beaucoup moins prenable, beaucoup moins fragile sur son socle que ne peut l'être un Jordan Bardella qui n'a jamais vécu ça et qui plus est très jeune, ce qui pour une fonction de président de la République
peut interroger un certain nombre d'électeurs dans la dernière ligne droite. Discuté entre Marine Le Pen et Jordan Bardella au siège du Rassemblement national dès l'annonce du jugement. La stratégie de candidature du parti d'extrême droite pour la prochaine présidentielle française devrait être dévoilée ce mardi soir. Autre information à présent, au Moyen-Orient, les États-Unis et l'Iran connaissent un nouveau regain de tension après des frappes américaines de représailles suivies d'une riposte iranienne. Cette nouvelle escalade des hostilités entre États-Unis et l'Iran ravive les inquiétudes quant à une détérioration de la situation sécuritaire dans la région. Suivons à nouveau. Reprise des hostilités au Moyen-Orient. Plus de 80 cibles iraniennes frappées par les États-Unis en représailles aux attaques de navires commerciaux dans les eaux internationales du détroit d'Ormuz. Le CENTCOM, le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, dénonce une dangereuse agression en violation du cessez-le-feu. Ces frappes étaient absolument nécessaires, estime le patron de l'OTAN. Je pense qu'il est totalement crucial que les États-Unis réagissent avec fermeté. En début de semaine, 3 navires ont été ciblés en 24 heures dans le détroit d'Ormuz, selon l'agence de sécurité britannique UKMTO, dont un saoudien et un qatarien. Le méthanier Al-Rekayat a fait état de risque d'explosion. Doha et Riyad ont ouvertement accusé l'Iran. Ce 8 juillet, la télévision iranienne fait état de plusieurs explosions à Bandar Abbas, mais aussi dans la région de Sirik et de Kejm, ainsi qu'à Karg. Les gardiens de la Révolution annoncent à leur tour des représailles anti-américaines. 85 installations frappées, disent-ils, sur des bases militaires américaines à Bahreïn et au Koweït. Koweït City en alerte. C'est une première riposte, affirme Téhéran, qui dénonce le rétablissement annoncé des sanctions américaines sur ses exportations de pétrole. Le gouvernement des États-Unis est tenu pour responsable des conséquences de cette rupture d'engagement. Accusation réciproque de violation donc du protocole d'accord signé mi-juin est censé mener à une fin de guerre au Moyen-Orient. Le rétablissement de la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, crucial aux yeux de Washington, est loin d'être réglé. Pas de retour à la situation d'avant-guerre, n'a cessé d'affirmer Téhéran. Pour ce détroit où transite en temps normal 20% du commerce mondial des hydrocarbures. En visite officielle à Damas le mardi 7 juin 2026, le président français Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien au nouveau pouvoir syrien pour accompagner la transition politique du pays. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse avec son homologue syrien, quelques heures après 2 attentats survenus à proximité de l'hôtel où il avait passé la nuit, faisant 18 blessés. Suivons ensemble. Il est près de 9h30 ce mardi matin à Damas. 2 engins explosent à proximité de l'hôtel que vient de quitter le président français Emmanuel Macron. Une première bombe a été placée dans une benne à ordures, l'autre dans une voiture. Au moins 18 personnes ont été blessées. Quelques instants plus tard, l'Élysée communique. Emmanuel Macron est sain et sauf. Sa visite se poursuit. Emmanuel Macron, justement, arrive ensuite au palais présidentiel syrien. 2e jour de sa visite dans le pays, la première pour un dirigeant occidental depuis l'arrivée au pouvoir de la coalition islamiste d'Ahmed al-Shara. Je pense qu'il faut à la fois être aux côtés de ceux qui ont été blessés, continuer d'être intraitable en matière de sécurité. Vous l'êtes ici et nous sommes quand nous nous déplaçons, mais ne pas nous laisser déstabiliser sur l'importance du chemin qui est le nôtre, donc on avance. La visite, qui avait été organisée dans le secret le plus total pour raison de sécurité, est donc maintenue, car les enjeux sont très importants. Réouverture des ambassades entre les 2 pays et partenariat économique stratégique. Après la crise du détroit d'Ormuz, on a remarqué l'importance de la situation géographique de la Syrie et son rôle de carrefour incontournable. Aujourd'hui, nous voulons que la France soit notre premier partenaire dans ce parcours. Mais malgré le ton optimiste et les images de décontraction affichées la veille, ces attentats démontrent une nouvelle fois la précarité de la situation sécuritaire en Syrie et la difficulté du nouveau chef de l'État d'y asseoir son autorité. À Ankara, le sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord s'est ouvert avec au cœur des discussions les investissements en matière de défense,
le soutien à l'Ukraine et les divergences entre les États-Unis et les autres membres alliés. Cette rencontre vise à renforcer la coopération entre les alliés malgré des désaccords persistants sur plusieurs dossiers stratégiques. Suivons ensemble un extrait de vidéo. Recoller les morceaux avec Washington. L'objectif principal de ce sommet de l'OTAN à Ankara ressemble à une gageure. Donald Trump n'a eu de cesse ces dernières semaines de déplorer le manque d'aide pour sa campagne iranienne et son désir de sécuriser le détroit d'Ormuz. L'OTAN commet une erreur stupide. Je me demande si l'OTAN serait vraiment là pour nous en cas de besoin. Ça aurait été sympa s'ils avaient dit « on aimerait vous aider ». Pourquoi serions-nous là pour eux s'ils ne sont pas là pour nous ? L'autre source de tension entre Washington et les autres pays de l'Alliance, c'est l'argent. Je vais demander à tous les pays de l'OTAN de porter leurs dépenses de défense à 5% du PIB. Il y a tout juste un an, Donald Trump avait en partie obtenu satisfaction. Les Européens et le Canada s'étaient engagés sur une augmentation de dépenses de plus de 120 milliards de dollars en un an. À l'exception de l'Espagne, les États membres ont effectivement annoncé une accélération de leurs investissements dans leurs armées. Est-ce susceptible de convaincre Donald Trump ? Le président américain, reçu en très grande pompe par son homologue turc, a promis d'annoncer dans le cadre de ce sommet 2026 les détails concernant l'engagement des États-Unis dans l'OTAN. Vont-ils rester, ne laisser qu'une présence restreinte ? Pour l'heure, le projet est flou. Une autre interrogation demeure. Quel soutien pour l'Ukraine ? À entendre Donald Trump cet après-midi, il faudra être patient. Quelque chose va se concrétiser. Ça semble peu probable pour l'instant, mais parfois, avec les conflits, c'est quand on s'y attend le moins que ça arrive. Sitôt descendu de son avion à Ankara, le président ukrainien, au pas de charge, a parcouru les allées et les premières tribunes liées à ce sommet de l'OTAN pour obtenir de l'organisation ce soutien qu'il ne cesse de réclamer. Avec ou sans Washington. Dernière information pour clôturer cette édition, menée 2-0 à 15 minutes de la fin, l'Argentine a renversé l'Égypte 3-2 mardi 7 juin en huitième de finale de la Coupe du Monde. Cette victoire spectaculaire permet à l'Albi Céleste de se qualifier pour les quarts de finale où elle retrouvera la Suisse. Retrouvons sur les moments forts de cette rencontre. Un equipo que te compite, que deja siempre el máximo, que no se entrega nunca, que no baja los brazos. Por eso consiguió todo lo que consiguió. Y hoy una muestra más de carácter, de orgullo, de querer, de intentarlo. Y bueno, la verdad que muy feliz, orgulloso por todo este grupo que demuestra día a día que siempre lo intenta. Great game, great tournament, great journey. I'm proud to be part of this team, and again, I think we did something historical that you have to learn from this. Even when you qualify, even if we qualified, I was going to tell you the same. We have to improve. We have to see what we can do better.
Voilà qui met fin à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.